Le 4 quarts politique de la semaine revient avec Nathalie Saint-Cric, Frédéric Dabi et Samuel Pruvot. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du catholicisme et vous venez de publier donc Conversation avec le président sur les dieux, la France et la République. Alors, vous dites à un moment donné, le jeune président en exercice avait entamé une longue tournée des cultes historiques s'adressant aux juifs, aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes, aux chrétiens orientaux, aux musulmans, en employant des formules, en émettant des promesses, en exprimant des attentes que nul avant lui à la même place n'avait voulu ou su proférer. Puis la joie s'est fanée, le climat a changé, l'enthousiasme a faibli. On sent de la déception ou je me trompe ? Non, le mot est très bien choisi. Il y a une certaine déception, mais comme souvent en fait dans l'histoire politique française, il y a une sorte de romantisme dans la politique française qui fait que on a tendance à beaucoup investir sur des hommes politiques, sur des candidats, et on attendant peut-être qu'on attend d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas donner, parce que, j'allais dire, je suis sur Radio J, je peux le dire facilement, en fait, ce sont que de simples mortels, et donc à Dieu, on peut tout demander, mais pas du tout à un candidat à la présidence, quand même, soyons lucides. Alors, il y a deux interviews dans dans ce livre. Il y a une première interview que vous aviez faite il y a 5 ans, au moment le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire. Alors, c'était pas voulu, c'était pas voulu. Il y a une chose qui est marrante, c'est qu'il demande, vous prenez place sur un canapé, il demande un thé au citron, puis il se ravise en sollicitant en plus un café. Voilà jusqu'où peut aller le fameux en même temps macronien, et il commande du thé et du café en même temps. Alors, je sais pas si vous avez déjà assisté à cette scène. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un qui commandait à la fois un thé et un café, et qui en plus ne boit pas l'un après l'autre, mais boit l'un et l'autre à la fois gorgée par gorgée. Et suprême raffinement, il a posé à la fois la tasse de café et la tasse de thé sur le mobilier de la République, dans le salon vert. Et du coup, je me disais, si c'était moi, au bout de 10 secondes, tout serait renversé, ça serait une catastrophe. Et donc, je dois avouer que sur ce point-là, quand même, Emmanuel Macron est indépassable. Non seulement il a bu son thé et son café, et il a pas mis une goutte par terre. Donc, au moins sur ce point, non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est un homme peu banal quand même. Alors, il a 40 ans lors de votre première interview, et il en a 45 aujourd'hui, si mes comptes sont bons. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en lui ? Alors, en fait, la réponse la plus simple, ce serait de dire, lui a gagné en maturité, et puis chaque homme change, évolue, c'est le propre de la maturité, je crois. Imaginons que nous restions toujours à l'adolescence, ça serait pénible. En fait, je pense que c'est pas tant Emmanuel Macron qui a changé, que l'actualité qui l'a beaucoup rudoyé. Rappelons simplement cette pandémie et ces vagues successives dont nous ne sommes toujours pas sortis. Rappelons la permanence de la menace terroriste islamiste. Rappelons aussi la fronde des Gilets jaunes. Au regard de l'histoire longue de l'histoire de France, tout ça aurait pu très mal se terminer, la fronde des Gilets jaunes. Du coup, ce que je voulais dire, c'est peut-être pas tant Emmanuel Macron qui a changé que l'actualité qui l'a poussé à prendre des décisions qui n'auraient pas été les siennes. Je prends juste un seul exemple. La loi qui a fait beaucoup de bruit. La loi, vous savez, contre le séparatisme. Alors, d'emblée, on se dit, moi, je me dis comme observateur, comme journaliste, c'est vrai qu'il faut prendre les moyens pour lutter contre l'islamisme, sa reproduction culturelle. Évidemment. Mais pour ce faire, Emmanuel Macron, alors je ne sais pas s'il a le choix, mais pour ce faire, il va assumer le fait, bien sûr, de ne pas torturer, mais quand même d'imposer des tracasseries quotidiennes à des millions et des millions de croyants qui sont évidemment complètement pacifiques. Alors, sur les 5 ou 6 millions de musulmans qui sont en France, la plupart, j'ose espérer, sont tout à fait citoyens français et pacifiques. Mais il en va évidemment la même chose pour les auditeurs de Radio J, pour ceux qui sont de confession juive, et pour les catholiques.
Mais sincèrement, montrez-moi un catholique qui trouble l'ordre public. J'allais dire par provocation, si au moins les catholiques pouvaient troubler l'ordre public, au moins ils se feraient entendre. Non, c'est pas sérieux. Et du coup, ça c'est un changement quasi involontaire chez Emmanuel Macron. L'actualité le pousse à faire des choses qui sont peut-être pas de son goût ou de son fait originel. Et il y a aussi la tentation chez lui que vous décrivez bien dans ce livre disons le métaphysique, le spirituel ou ou le surnaturel. Vous dites son appétit pour le surnaturel a quelque chose de rafraîchissant au sortir du quinquennat aride de François Hollande. Oui. Alors moi, j'avais commis aussi à l'époque un livre sur François Hollande, et autant avec sur Sarkozy aussi. Et sur Sarkozy aussi. Et donc j'ai croisé ses prédécesseurs d'une autre façon, mais autant effectivement Nicolas Sarkozy est ouvert à toutes ces questions. J'allais dire peut-être trop ouvert. Je me souviens d'une interview où il commençait. Moi, je lui posais des questions économiques. C'était une campagne électorale, et lui me remontait quasiment à la guerre du feu, au premier homme qui faisait sa première prière en se mettant à genoux. Il remontait au soleil qui un jour allait s'éteindre, et quel était notre destin. Je lui disais, mais je ne vous demande pas d'aller aussi loin. Du coup, Nicolas Sarkozy, il a une religiosité quasi naturelle. François Hollande, c'est vraiment le glaçon, c'est-à-dire un homme très affable, très sympathique. Mais si vous voulez vraiment coincer François Hollande et qu'il se ferme comme une huître, vous lui parlez religion, déjà ça va mal. Vous ajoutez catholicisme, alors là, toutes les écoutilles sont quasiment fermées. Et si vous voulez vraiment qu'il rentre dans une phase autistique, vous lui parlez de Jésus-Christ. Alors là, vous n'avez plus rien. Oui. Et c'est comme ça. C'est peut-être pas de sa faute, mais oui, c'est comme ça. Voilà. Et Emmanuel Macron, aussi, non, oui. il y a un appétit. Je maintiens, parce que souvent on dit, mais tous ces candidats, ces présidents sont des grands comédiens, etc. Donc finalement, ils vous disent toujours ce que vous voulez entendre. C'est vrai. Mais je maintiens que chez Emmanuel Macron, il y a une propension religieuse, mais qui est intelligible, qui est conceptualisée. Et je pense qu'il n'imagine pas l'existence, son existence politique, son destin, sans qu'il y ait une part, disons, de sacré au sens général. Alors, il y a une citation de Macron sur le dîner du CRIF. Alors, c'est un dîner du CRIF où qui survient après toute une série d'attentats, donc il est obligé de calmer un peu les gens, et alors il dit, il y a ce pacte séculaire entre la République et les Juifs qui est ce pacte pour l'universel et pour l'espérance. Ça mange pas de pain, mais je veux dire... Il vaut mieux dire ça qu'autre chose. Oui, voilà. Non, mais il montre quand même, il y a certaines citations chez vous qui révèlent une assez bonne connaissance du judaïsme. Oui, et là aussi, j'ai envie... Alors, peut-être que je me trompe, mais je vais vous donner justement ces aspects qui m'ont le plus convaincu chez lui. Et il y a justement cette bonne connaissance du judaïsme, mais pas juste au sens, vous voyez, d'une connaissance rationnelle, culturelle. Il y a un appétit pour le judaïsme, pour une raison simple. Je vais vous dire tout de suite, à mon avis, la raison qu'il exprime à plusieurs reprises, en 2017 et 2021, puisque le deuxième entretien a eu en 2021, c'est à cause d'un mot un gros mot, un mot compliqué que nous chrétiens ou nous catholiques nous appelons, je pense que vous l'avez aussi. L'herméneutique. Voilà. Comment est-ce que nous sommes capables... Il l'a pris peut-être aussi chez Ricoeur. Chez Ricoeur, voilà. Y compris d'ailleurs l'intérêt pour le judaïsme, oui. Il l'a pris chez Ricoeur. Exactement. Et du coup, en venant ici à Radio J, je me disais, il y a un mot qui s'est imposé à moi qui pourtant, après toutes ces années de recherche, ne m'était pas apparu. En fait, je pense qu'on peut dire qu'à certains égards, Emmanuel Macron est un judéo-chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, un judéo-chrétien ? Ça veut pas... Évidemment, il n'est pas un croyant juif, il n'est pas même d'ailleurs un croyant chrétien, parce qu'il est influencé par le catholicisme, le protestantisme. Il s'est fait baptiser quand même. Il s'est fait baptiser, mais il y a chez lui, je pense, une couche fondamentale, alors qui est peut-être un peu cachée, mais qui existe néanmoins, qui fait que sa culture fondamentale et son appétit fondamental, c'est un judéo-chrétien au sens que sa référence, c'est un texte sacré qui est la Bible, donc dans laquelle forcément il inclut lui aussi, le Nouveau Testament, et plus encore, et j'ai relu ça en venant, la Bible,
mais les commentaires des Écritures. Donc, il a des mots sur le Talmud qui sont, je trouve, assez beaux, parce que pour lui, il est fasciné par ce commentaire de commentaires. Alors, j'ai trouvé la citation, elle est belle, hein, elle est belle, elle est juste. Je me tourne vers vous, il me semble qu'elle est juste. Elle est juste. Oui. Dans la tradition juive, il existe une part écrite et non écrite. Cette approche talmudique du texte me fascine, car l'intertextualité efface le distinguo entre texte sacré et texte non sacré. Quand vous parlez avec des rabbins, ils vous citent la Bible, mais aussi des commentaires. Il y a chez eux un enchevêtrement, un jeu constant de commentaires. On prend et on trouve tellement de choses dans le pli de ses pensées, dans l'intertextualité. Voilà. Enfin bon, j'imagine qu'il y avait d'autres citations de la même veine, mais celle-là est très parlante. Et là, on voit honnêtement. Alors, il faut pas que je dise toujours du bien d'Emmanuel Macron, mais là, on voit honnêtement. Non, mais vous y allez, hein, au début, aussi, hein. Au début voilà. du mais livre. Sur le sujet dont nous parlons ensemble, aucun conseiller ne lui a tendu une fiche pour dire, bon, essaye de prendre un élément de ceci, cela pour faire plaisir. Je pense qu'il le dit tout simplement parce que c'est important pour lui. Et d'ailleurs, j'allais dire que malheureusement, je pense que beaucoup d'électeurs potentiels ou beaucoup de Français ne comprendront pas forcément de quoi il parle, en fait. Donc ça s'adresse finalement, comme on dit, un peu aux happy few. Mais je pense que chez lui, c'est quelque chose d'important parce que fondamentalement, cet homme, c'est aussi un littéraire avec des propensions philosophiques. Du coup, ce mot qui semble un peu compliqué d'herméneutique, c'est peut-être, entre guillemets, ce qu'il préfère dans la vie. Moi, je sais pas s'il aime la glace à la fraise, mais je peux vous dire un truc, ce qu'il préfère, c'est sans doute l'herméneutique. Si on lui disait, Emmanuel Macron, vous partez un mois à Kiev, dans un garage... Entre les deux, le choix est difficile. Voilà. Et du coup, ça m'étonnerait pas du tout s'il avait un seul livre à prendre, il prendrait sans doute le livre des livres, puisque je crois que c'est cela que signifie la Bible, le livre des livres. Alors, il y a quand même des moments où il y va fort. Il dit à un moment donné, cette religion, en parlant de l'islam, traverse aujourd'hui une crise, car l'islam connaît sa phase d'inquisition. C'est très fort, inquisition. Et à ma connaissance, là c'est dans l'interview, il n'a jamais dit ça publiquement. Non, et puis ce qu'on n'a pas dans le livre, c'est aussi la mimique, la chaleur avec laquelle il a donné cette citation. En fait, autant Emmanuel Macron est fasciné par la capacité de commenter le texte sacré, d'abord dans la communauté juive, ensuite dans la communauté protestante et parfois chez les catholiques, autant il a l'air, le mot le plus gentil, ça serait dubitatif sur la capacité, non pas en soi, mais la capacité aujourd'hui, dans la communauté musulmane, de se hisser à ce qu'il appelle de ses voeux, il le répète à plusieurs reprises, à cet islam des Lumières qui justement est un commentaire pour le XXIe siècle de ce texte sacré pour les musulmans. Et sans trahir de secrets, sans dire de gros mots, il m'a fait clairement comprendre, et en 2017 et en 2021, qu'il estimait que non seulement on pouvait mieux faire du point de vue de l'islam quant à l'herméneutique, mais peut-être que le travail avait quasiment... pas jamais commencé, mais en tout cas, vraiment, il y avait un terrible retard à l'allumage, et que finalement, toutes les réformes qu'il a appelées de ses voeux, etc., ne pourraient sans doute jamais aboutir, et c'est malheureusement le cas à l'heure où on parle, s'il n'y avait pas une prise en main ou une reprise en main intellectuelle éclairée de l'islam. Et ce que je lui ai pas dit, parce que c'est pas toujours facile de le couper quand même, c'est quand même un échec terrible d'Emmanuel Macron et de la France en général, c'est pourquoi ces jeunes générations de musulmans qui ont moins de 25 ans, pourquoi ces jeunes générations sont attirées par un islam très rigoriste, salafiste, voire des fois quasi terroriste, où l'herméneutique est au niveau zéro, c'est-à-dire le texte est tombé en fait comme un scud du ciel, et ce texte, il faut même pas le traduire, et il faut l'appliquer avec un sabre ou un gilet explosif. Et ça, pour Emmanuel Macron, c'est évidemment intolérable, et j'allais dire, enfin, pour tout homme sensé. En tout cas, voilà, un terme inquisition, il n'y a même pas de guillemets appliqué à l'islam. Alors, c'est quand même assez fort. Il est revenu
donc comme il sait que moi j'ai une attache catholique, il a quand même bien taclé aussi les catholiques en disant finalement tout le monde a eu la tentation en fait de céder à une certaine violence. Et moi en fait je voulais pas briser cet entretien, mais ma réflexion personnelle était on peut pas comparer des choses pas comparables. En fait, l'Église catholique n'a jamais soutenu un Bataclan. Enfin, je veux dire, on peut pas dire n'importe quoi. Et j'étais surpris, je me demandais enfin, l'Inquisition, c'était déjà pas mal. Je suis d'accord, mais je vous rappelle juste un fait historique, si vous permettez. L'Inquisition, le propre de l'Inquisition, moi je suis historien, la naissance de l'Inquisition en Occident et en France, c'est la naissance du droit de défense. C'est la naissance du droit. On est aux antipodes du terrorisme, on est effectivement avec une prise de contrôle, une prise de conscience. Oui, tout était documenté, oui, tout était... Mais même si l'issue pouvait être fatale, et je ne défends pas cette procédure, je dis simplement que la comparaison entre une procédure inquisitoriale telle qu'elle avait lieu au Moyen-Âge et les actes terroristes, je pense que c'est une comparaison indue et que les historiens doivent réfuter fermement. Et alors, du coup, moi, j'étais pas là pour lui faire un cours d'histoire, mais je me disais, c'est bizarre qu'il soit aussi avancé sur certains domaines et qu'il soit capable de répéter des trucs qu'on entend. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Allez, c'est la première année de Sciences Po Paris et encore. Et en plus, dans des cercles militants mal éclairés, quoi. Oui, il faudrait que vous lisiez. Il y a des documents qui ont été conservés par la famille Mendès France. C'est parce que là où il allait, il essayait de trouver des archives, etc. Et vous verrez quand même que il y a l'aspect que vous dites, c'est vrai, le fait de documenter, le fait de lier ça au droit, mais il y a des choses épouvantables. Bien sûr, Salomon, vous avez tout à fait raison. Et loin de moi l'idée de dire que finalement le nec plus ultra du catholicisme, c'était l'Inquisition et qu'Emmanuel Macron n'a rien compris à la grandeur de l'Inquisition. Évidemment. Et d'ailleurs, ça serait un peu gonflé d'aller contre la parole même des papes, parce que je rappelle juste ici d'une seconde, le premier à dire que ces manières de faire étaient iniques, c'est Jean-Paul II, puis Benoît XVI. Donc je vais pas être plus papiste que le pape. Sauf que, voilà, en toute rigueur de terme, il faut faire attention à nos comparaisons. Alors, là, en tout cas, c'est la première interview, hein. C'est la première des deux interviews. Et quand on compare les deux interviews, on s'aperçoit qu'il y a une maturation. Ouais. Parce que c'est plus maîtrisé, c'est plus contrôlé. La deuxième fois, il se laisse pas, il se laisse pas aller. Tout est pesé. Ouais. Et on s'aperçoit d'une volonté d'affirmation plus grande, de confrontation avec la violence, avec le terrorisme, avec l'islamisme. Oui, alors, il y a une chose tout à fait classique qui est pas si importante, c'est que là, dans la deuxième entretien, on a un président qui est déjà en campagne. À l'époque de cet entretien, il n'est pas candidat, mon souvenir n'est pas candidat officiellement, mais lui, il sait exactement ce qu'il va faire. Donc, il y a une phase de bilan. Donc, il défend son bilan, ce qui est normal, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce que vous venez de rappeler. C'est un homme qui a traversé l'épreuve du feu, c'est-à-dire l'épreuve du pouvoir. Concrètement, l'épreuve de la mort. Je reviens au terrorisme, je reviens à la guerre au Mali, je reviens quand même à tous ces morts de la pandémie qui étaient inimaginables de cette façon-là. Du coup, il y a une maturité au sens... souvent, on disait d'Emmanuel Macron, pour le brocarder, c'est un petit jeune qui connaît rien à la vie, qui sort à peine de la banque Rothschild, etc. Là, on a un homme qui a pris la mesure du tragique de l'histoire, et du tragique de notre pays, la France, qui est jeté sur les chemins de l'histoire depuis des siècles et des siècles. Mais ces chemins sont toujours aussi dangereux que par le passé. Et là, malheureusement, la guerre en Ukraine le confirme. Ces chemins sont toujours aussi dangereux, voire plus dangereux. Du coup, ce libéral qui faisait l'éloge de la Start-up Nation, etc., on se dit que peut-être pas qu'il a pris du plomb dans l'aile, mais qu'il a une dimension tragique au sens théâtral, quoi. Et donc ça rigole plus. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne rigole plus. Alors, vous lui faites dire, évidemment, son opposition, enfin je dis évidemment, en tout cas, il se dit opposé à la GPA, la grossesse pour autrui. Et ça mange pas de pain, si vous permettez. Et à la loi oui, absolument. Et à la loi pour la fin de vie, mais en revanche, rien sur la PMA, ce qui montre qu'il est et pire totalement encore, décidé
aller au bout, même si, notamment, les catholiques se sont beaucoup alors, c'est un objet opposés à cela. Alors, je ne sais pas comment les auditeurs de Radio J le comprendront, mais en tout cas, pour la communauté catholique, c'était vraiment un sujet de déception, voire de blessure, puisque à l'époque, le discours des Bernardins, qui était un discours quand même assez fantastique, très nourri, en gros, Emmanuel Macron dit « Nous avons besoin de la parole des croyants, nous avons besoin de la parole des catholiques, qu'ils s'invitent avec leurs convictions les plus profondes dans le débat public. Oui. Et donc dans le débat législatif. Ça, c'est le fameux discours des Bernardins. Et y compris sur le terrain bioéthique. Du coup, les catholiques ont pris au mot le chef de l'État, ils se sont très investis, vous savez, dans tous ces processus, d'ailleurs, qui étaient assez démocratiques, où les citoyens pouvaient exprimer leur avis, en l'occurrence, sur la PMA pour toutes. Et finalement, les catholiques ont eu l'impression, une sale impression, qui est de dire cause toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, le micro était ouvert, c'est comme si moi je parlais une demi-heure avec vous, mais que vous ayez mis des boules caisses en disant de toute façon, le livre de Monsieur Pruvot, je sais qu'il ne vaut pas un copec, donc c'est même pas besoin de l'entendre défendre ce livre ne vaut rien. Et je dirais, mais c'est tout à fait malhonnête comme procédé. Et du coup, c'est le sentiment des catholiques. Et je vous ferai juste remarquer, pour l'échéance qui est la nôtre, la présidentielle, Emmanuel Macron répond sur ce qu'il va faire concernant, d'ailleurs, au moins il est cohérent avec lui-même, ce qu'il va faire sur la fin de vie. Il dit, je vais écouter tout le monde, je suis pas militant de l'euthanasie, mais nous verrons, sous-entendu, en fait, je vais le faire, mais on va pas le faire trop violemment, on va laisser les gens s'exprimer, et puis quand ça sera mûr, moi ça me fait plutôt penser à un fruit qui pourrit, et pas aux cerises qui vont venir cet été, au temps des cerises, eh bien, quand ça sera mûr, eh bien, moi je le ferai. Et du coup, tous ceux qui auront pris la peine de discuter et d'apporter des arguments, et je pense que, alors je ne veux pas être trop méchant avec Emmanuel Macron, mais sur la GPA, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron est si anti-GPA ? D'une part, ça lui coûte pas trop cher, et qu'aujourd'hui, la société n'est absolument pas mûre. Mais si la société était mûre, eh ben, peut-être le ferait-il. Alors, il y a, dans la seconde interview, j'aime bien ce passage, il dit « Je dois dire que j'admire beaucoup le pape François, qui est à la fois un homme d'église et un chef d'État, et qui sait affronter le réel, ses pesanteurs, ses difficultés, sans jamais se départir de ses valeurs et notamment de son attention aux plus humbles. La lecture de Ricoeur, le dialogue avec Olivier Abel et plusieurs protestants m'inspirent toujours. J'écoute toujours le grand rabbin Corsia et nul n'ignore ma proximité avec l'écrivain François Sureau. On sait que François Sureau, c'est l'ami et c'est en même temps le laïcard pur et dur. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Mais je vais peut-être trop m'avancer ici à Radio J, mais j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, quand j'avais enquêté moi comme journaliste, à l'époque de la campagne 2017, le respect, sinon l'amitié avec le grand rabbin Corsia est une amitié ancienne et pas une amitié de circonstance. Je sais que les deux hommes sont vraiment sur la même longueur d'onde, alors sans doute sur la même longueur d'onde politique, c'est-à-dire la façon de considérer la République française et la manière dont les croyants peuvent s'y insérer, mais aussi sur la capacité, je pense, entre nous en un seul mot, la capacité du grand rabbin Corsia, justement, à l'herméneutique. Merci Samuel Pruvot. Je rappelle le titre de votre livre « Conversation avec le président sur les dieux, la France et la République », paru aux éditions du Cerf. C'était le 4 quarts politique de la semaine qui recevait cette semaine Nathalie Saint-Cric, Frédéric Dabi et Samuel Pruvot. Bon dimanche à tous.